Sunday Night Production. La peau un petit peu plus creusée, limite la peau qui tombe un peu, on a l'impression d'avoir pris 10 La ans. peau n'est que le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne progresse pas lorsque l'on s'entraîne. Lorsque l'on s'entraîne, on casse les briques. Les UV créent du stress oxydatif au niveau de la peau, ce qui impacte le collagène, l'élastine, crée un vieillissement prématuré. Oui, bien sûr, la charge mentale joue un rôle énorme dans la performance, on le sait. D'ailleurs, moi, je l'ai expérimenté l'année dernière. Pour beaucoup d'entre nous, le running est plus qu'un sport, c'est une quête de bien-être et de santé. Chaque vendredi du 7 au 28 juin, l'ultra-trailer Mathieu Blanchard et l'experte santé Léa Pateras-Pescara nous aident à mieux comprendre notre peau pour améliorer nos performances et notre bien-être. Cette émission vous est proposée par La Roche-Posay, des soins qui changent la vie, prescrits par des dermatologues. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour cette nouvelle capsule réalisée en partenariat avec La Roche-Posay. Chaque vendredi, pendant tout le mois de juin, nous allons vous aider à prendre soin de vous, de vos performances sportives et de votre peau. Et pour ce premier épisode, nous allons nous attaquer à un mythe très répandu dans le monde du running, le fameux visage du coureur. Alors la course à pied peut-elle accélérer notre vieillissement ? Quel est l'impact du stress oxydatif sur notre peau et sur nos performances sportives? Quelles sont les erreurs à éviter pour conserver une apparence rayonnante? Eh bien, pour nous aider à mieux comprendre les enjeux autour du vieillissement cellulaire et du stress oxydatif pour les sportifs, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. La première est pharmacienne et experte en santé. Il s'agit de Léa Pateras-Pescara. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, t'hésites pas à me reprendre au cas où. Salut Léa, comment est-ce que tu vas ? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir et parce que c'est aussi essentiel de combiner les connaissances scientifiques et l'expertise du terrain, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Blanchard, ultra-trailer de haut niveau et ambassadeur La Roche-Posay. Salut Mathieu, comment est-ce que ça va ? Est-ce que, comme moi, tu es impatient de découvrir un peu tous les secrets de Jouvence ? Salut Guillaume, ça va super. Écoute, merci de m'accueillir une nouvelle fois dans ton podcast. On parle souvent de course à pied assez technique. Et puis là, c'est des sujets qui sont finalement assez originaux. Donc, je suis vraiment content d'en parler avec toi et j'espère découvrir plein de belles choses sur ces sujets-là aussi aujourd'hui. C'est vrai que c'est des sujets dont on parle peu et finalement on va voir que c'est important. Je pense que quand on fait du sport, quand on aime le sport, c'est aussi pour prendre soin de soi. Donc toutes ces questions autour du bien-être sont aussi au centre de notre pratique, qu'on soit amateur et on va voir peut-être même pour les professionnels. Et puis aussi on va voir que ça touche aussi la performance parce que là on va parler aussi de tout ce qui est lié au stress oxydatif et on va voir que ça a aussi un impact sur ça. D'ailleurs Mathieu, aujourd'hui on va s'attaquer à un mythe, c'est le visage du coureur. C'est un concept qui est très répandu dans le monde du trail et même de la course sur route. Est-ce que toi, tu as déjà entendu parler de cette légende autour du visage du coureur ? Donc quand on court, eh bien, on paraîtrait plus vieux. Alors, c'est pas le premier sujet de discussion, notre visage. On parle souvent plutôt de nos muscles et de la réaction qu'on peut avoir sur toutes nos courses, mais c'est sûr que c'est un constat qu'on peut faire. Alors avant même de parler de montagne et de trail, l'activité que je pratique, moi plus jeune, j'arrivais du monde de l'océan et j'avais déjà remarqué les moniteurs de plongée, de planche à voile, de kitesurf et puis même les navigateurs étaient très marqués au niveau du visage. Donc moi je me disais, ils doivent avoir le visage qui crame au soleil et l'eau de mer doit jouer aussi là-dedans. Et puis j'ai remarqué aussi, en côtoyant un petit peu plus le monde de la montagne, que les montagnards, donc les montagnards qui pratiquent aussi l'activité extérieure, on peut être montagnard et vivre à l'intérieur, mais le vrai montagnard qui a des activités physiques à l'extérieur toute l'année, hiver comme été, a aussi un visage très marqué. Donc c'est sûr que c'est des questions que je me suis posées. Comment ça se fait ? Pourquoi ? Quels sont les facteurs qui ont marqué le visage ? Et puis voilà, moi je suis aussi toujours dans une optique d'optimisation de la performance. Et pour moi, ce visage peut être un indicateur de fatigue, d'une agression, d'une fatigue, qu'est-ce qui se passe, d'un stress. Et donc, c'est un premier indicateur. Et quand on dit il faut savoir écouter son corps, ça peut paraître assez subjectif, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'assez objectif. Regarde ton visage et il va te parler par rapport à ce que tu vis. Mais c'est vrai que nos proches, nos familles, souvent, quand ils détectent chez nous de la fatigue ou une forme de stress, c'est souvent via l'apparence. Donc, effectivement, c'est très juste ce que tu dis. C'est aussi un moyen de jauger son état de forme. Est-ce que toi, justement, alors c'est vrai que tu es arrivé sur le monde de l'ultra un peu sur le tard. Est-ce que tu as remarqué justement un impact un peu sur peut-être un vieillissement prématuré de ton visage ? Est-ce que tu l'as remarqué peut-être aussi chez d'autres ultra-trailers ? Est-ce que c'est quelque chose quand même que tu as constaté ?
Alors sur moi, on se voit un petit peu tous les jours dans le miroir, donc c'est sûr que l'évolution, elle se fait de manière tellement progressive qu'on est toujours un petit peu dans la difficulté de s'auto-juger là, mais c'est sûr que je vois des choses assez flagrantes. J'ai passé l'hiver sur les skis, avec beaucoup de temps, et je suis souvent rentré le soir avec la peau vraiment assez marquée, rouge. J'ai eu des petites taches sur le nez. Cette fameuse aussi marque de raton laveur avec les lunettes qui peut faire un peu stylé quand on est jeune au ski. En fait, on voit vraiment que la peau évolue. Je vois aussi que quand il y a eu des journées où il a fait très très froid, le visage qui tire énormément le soir. Et je me suis déjà vu, alors là pour le coup en photo, après un gros ultra trail, une grosse course avec vraiment la peau un petit peu plus creusée, limite la peau qui tombe un peu. On a l'impression d'avoir pris 10 ans sur une course. Donc c'est vraiment des choses que je remarque. Et clairement, il y a un impact qui se passe et le visage parle par rapport à ce qu'on vient de vivre. Mais il y avait eu, il me semble, un photographe qui avait fait un reportage photo en prenant en photo les coureurs de l'UTMB avant la course et après la course. Je crois que c'était il y a 2 ans, c'était Frédéric Berg de mémoire qui avait fait ça et qui avait fait un reportage photo. C'était vrai, assez impressionnant de voir la différence des visages, les marques de fatigue, les marques aussi de douleur, de souffrance qu'on pouvait voir sur le visage. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce reportage photo, c'était assez intéressant. Alexis Berg. Léa, est-ce que tu peux nous aider justement et voir plus clair un peu derrière les mécanismes du fameux visage du coureur? Est-ce que la course à pied peut-elle nous faire vieillir prématurément comme certains le pensent? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'idées reçues et de mythes un peu autour de cette question du fameux visage du coureur. Alors, ce qui est sûr, c'est que la course à pied, par le phénomène de rebond qu'elle génère, n'est absolument pas une cause de vieillissement prématuré. C'est pas le fait que la peau rebondisse qu'elle va s'affaisser plus vite. C'est ce qu'on disait avant, c'est vrai, dans les années 70, on disait sous l'effet de la gravité, la peau du coureur tirait vers le bas et quand on court, ça créait des chocs et c'est ce qui allait causer un vieillissement prématuré. Donc ça, la littérature scientifique ne confirme pas. Non, pas du tout. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un coureur, tout comme les autres sports que tu as évoqués tout à l'heure, Mathieu, par exemple ceux qui sont dans l'eau, les navigateurs, etc., sont fortement exposés au soleil. Donc le soleil génère, les UV vont accélérer le vieillissement cutané, ça c'est bien connu, via un phénomène de stress oxydatif dont on parlera tout à l'heure. Et pour les coureurs aussi, c'est aussi lié au fait qu'il y a une perte de poids et donc une diminution de la graisse au niveau du visage qui peut effectivement, quand on a le visage avec moins de graisse, intensifier. Voilà, les traits sont moins lissés, le visage est moins rebondi. Donc tu nous confirmes que l'activité physique garde de nombreux bénéfices, que ce soit pour la santé et aussi pour la peau, parce que c'est vrai que quand on fait du sport, on le constate, généralement autour de nous, les gens nous donnent toujours 2-3 ans en moins, donc c'est même bénéfique. Bien c'est que sûr. dans certaines conditions où ça peut être néfaste. Oui, parce qu'au niveau de la peau, le fait de pratiquer une activité physique, ça crée une oxygénation et donc ça favorise l'afflux de nutriments au niveau de la peau et donc ça permet une régénération cellulaire. Deuxième point aussi, la peau c'est un organe émonctoire qui permet l'élimination des toxines, tout comme le foie, donc c'est secondaire la peau, mais donc du coup ça permet l'élimination des toxines aussi via la sueur et ça permet aussi d'avoir un teint plus net. Et le troisième point aussi, le fait de faire du sport et de transpirer, ça permet aussi d'augmenter la production de sébum et notamment d'éliminer les toxines comme l'urée et l'ammoniac. Et l'urée, ça a un pouvoir hydratant et on le retrouve notamment dans certains cosmétiques. Donc finalement, le sport peut être très bénéfique et le fait de transpirer pour la peau. Surtout si on met en place quelques routines où on peut vraiment tirer un maximum de bénéfices de tous ces phénomènes à travers d'avoir les bons réflexes et on en parlera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Donc, je récapitule, le visage du coureur, c'est un mythe. Non, la peau ne va pas tirer vers le bas en courant comme on pouvait le penser. Et comme c'était dit d'ailleurs dans les années 80-90, c'est vrai que c'est les légendes urbaines. Après, une fois qu'elles sont répandues dans les pelotons de coureurs, c'est très dur de les faire disparaître. Néanmoins, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas forcément directement liées à la pratique de la course à pied, mais qui sont annexes, qui peuvent influencer. Et là, évidemment, on pense qu'est-ce qui peut être lié au vieillissement de la peau ? C'est le manque de sommeil, le stress, l'exposition au soleil, comme tu l'as dit, la nutrition aussi, on va voir que ça joue un rôle. La pollution, effectivement. Mathieu, on parle de plus en plus des facteurs externes de la performance, notamment la santé mentale, la nutrition, le sommeil, la récupération. Toi, j'imagine que tous ces aspects sont importants pour toi. Est-ce que tu nous confirmes que l'entraînement, c'est pas uniquement courir, on peut pas voir la performance que sous le prisme de l'entraînement. Il y a aussi toutes ces petites choses annexes qui jouent un rôle clé, surtout dès qu'on cherche à faire la différence dans le très haut niveau.
Oui, 100% Guillaume. D'ailleurs, quand on fait de l'ultra trail, je te dirais que c'est le meilleur banc d'essai pour savoir si on a à peu près optimisé tous les principaux curseurs de la santé. Et d'ailleurs, quand tu regardes cette fameuse pyramide de Maslow, de la santé, du bonheur de l'être humain, tout en bas, tu as les besoins psychologiques dans lesquels il y a l'alimentation et le sommeil. Donc oui, clairement, il n'y a pas uniquement s'entraîner, courir et se faire mal aux jambes. Il y a aussi énormément de facteurs principaux qui sont tout en bas d'une pyramide qui vont être la base de la santé et éventuellement de l'optimisation de la performance. Et toi, justement, sur le sommeil, parce qu'on sait que le sommeil, c'est un impact direct sur le visage. Ça a été notamment étudié. Il y a une étude anglaise qui est sortie. D'ailleurs, ils ont photographié aussi des gens à qui on a fait une privation de sommeil. Et on a vu que très vite, dans les semaines qui suivent, c'était quasiment immédiat. Le visage était extrêmement marqué. Donc tout ça, c'est lié aussi à la performance. Est-ce que toi, tu quantifies un peu ton sommeil ? Est-ce que tu dors bien, Mathieu ? Et comment est-ce que tu l'évalues ? On sait qu'il y a parfois des athlètes qui vont avoir des capteurs sous les matelas pour gérer un peu le cycle, savoir s'il bouge ou pas. Alors, c'est plus ou moins fiable. Est-ce que toi, tu utilises ce genre d'outils ? Alors oui, je le quantifie, mais de manière un petit peu plus subjective. Je sais à l'heure à laquelle je me mets au lit, je sais à l'heure à laquelle je me lève, donc il suffit de calculer le nombre d'heures qu'il y a eu entre les deux, et ensuite je sais durant la nuit si j'ai eu un sommeil assez continu ou où je me suis réveillé plusieurs fois. Et c'est un des facteurs clés de la performance, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on ne progresse pas lorsque l'on s'entraîne. Lorsque l'on s'entraîne, on casse les briques du mur. Et c'est quand on dort, c'est vraiment dans le sommeil que les briques se reconstruisent avec du bon ciment pour venir solidifier tout ça. Donc on progresse vraiment quand on se répare, c'est-à-dire la nuit. Donc si on n'a pas une bonne nuit, évidemment, ça ne fonctionnera pas pour la suite. Alors on parle d'un côté physique, mais il y a aussi le côté purement mental. Le cerveau est totalement régénéré sous une forme de reset pendant la nuit. Donc il faut vraiment travailler là-dessus, au même titre qu'on prépare un entraînement, mais on se prépare aussi à une nuit avec plusieurs facteurs. On réduit le stress, on calcule la température de la pièce, le bruit, la lumière. Enfin, il y a énormément de choses à faire, on les connaît très bien pour essayer de bien dormir. C'est vrai qu'on dit souvent que les piliers de la récupération, c'est nutrition, hydratation et sommeil, mais le sommeil, c'est en plus le pilier sur lequel reposent les deux autres. C'est-à-dire que si on n'a pas un bon sommeil, la nutrition, l'hydratation, ça ne fonctionnera pas bien. Tu nous confirmes que le sommeil, c'est un point qui est stratégique en santé, performance, bien-être, soins aussi, c'est crucial le sommeil. Tout à fait, puisque le fait d'avoir un sommeil régulier, on va sécréter ce qu'on appelle la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, et c'est une hormone aussi qui est très antioxydante et qui justement favorise la régénération cellulaire. Donc c'est hyper important de bien dormir, et d'ailleurs il y a des études qui montrent bien que par exemple le manque de sommeil est associé à une prise de poids. Et la mélatonine, en fait, elle vient complètement antagoniser le cortisol, qui est l'hormone du stress qu'on sécrète en journée. Donc on grignote plus quand on a, et on le voit d'ailleurs quand on n'a pas bien dormi, on a tendance à, j'ai très mal dormi cette nuit, voilà, je suis heureux papa, et il y a des petites friandises là au studio, et c'est vrai que je me suis un peu plus jeté dessus quand on dort mal. Tu sais toi combien d'heures tu dors à peu près t'évalues un peu, est-ce que tu es plutôt 7, 8, 9 heures, voire même un petit peu moins des fois? Alors ça se fait de manière assez naturelle, c'est drôle, les études disent qu'idéalement pour un adulte qui a une activité physique à peu près normale, voire un petit peu plus comme la mienne, on doit dormir au minimum 8 heures. Alors moi j'ai quelque chose qui est assez radical pour tester mon sommeil, c'est que je ne mets pas d'alarme en fait. C'est vraiment quelque chose j'ai le luxe de pouvoir le faire, de ne pas mettre de réveil, donc je me lève quand mon corps décide de se réveiller. Et pour te répondre, c'est environ 8 heures, environ 8 heures. Si vraiment j'ai eu une grosse journée avant ma nuit, parfois ça va pousser un petit peu plus à 9 heures, mais ça dépasse jamais 9 heures. Donc environ 8 heures, c'est la durée que je dors. Voilà. Et puis c'est 8 heures de sommeil. C'est pas on se met à 22 heures au lit et on se lève 8 heures plus tard. Non, c'est 8 heures de dodo, parce qu'il y en a qui calculent leur durée de sommeil entre le moment où ils se mettent dans le lit et le moment où ils sortent. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut bien voir ce qui s'est passé entre les deux. Du coup, c'est bien, ce matin, t'as pas raté ton train. Alors ce matin, là pour le coup, j'ai mis le réveil. Pour venir des Alpes jusqu'à Paris, il a fallu mettre un petit réveil, mais j'ai anticipé en allant au lit un petit peu plus tôt hier. Alors le sommeil, ça joue aussi sur le stress, sur la santé mentale. C'est vrai que c'est des sujets qui étaient assez tabous dans le sport de haut niveau. Néanmoins, sur Ultra Trail, j'imagine que le stress il doit être présent parce que vous avez peu de compétition, donc ça implique beaucoup d'enjeux sur les quelques courses auxquelles vous participez. En plus, il y a des courses où vous avez un peu toutes les caméras du monde qui sont tournées vers vous, qu'on
contrairement aux coureurs sur route où c'est vrai que s'ils foirent, ils savent très bien qu'ils peuvent se rattraper le mois suivant. Vous jouez un peu, je ne vais pas dire toute votre saison sur une course, mais presque. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ce stress? Est-ce que tu portes un regard particulier à ta santé mentale, à l'anxiété, la pression aussi? Vous êtes exposé, les réseaux sociaux, les gens ne sont pas toujours très bienveillants. Comment toi, tu gères ça, ce côté aussi médiatique et pression extérieure? Oui, bien sûr, la charge mentale joue un rôle énorme dans la performance, on le sait. D'ailleurs, moi, je l'ai expérimenté l'année dernière sur ma saison 2023. J'ai beaucoup partagé, j'ai été très accessible au niveau média, j'ai eu beaucoup de projets. Et c'était étonnant parce qu'il y a eu un décalage que j'avais jamais vraiment ressenti avant entre mon corps et mon esprit. C'est-à-dire qu'au niveau physique, dans mes entraînements, ça se passait super bien. J'avais des super bonnes sensations, des gros volumes d'entraînement, des grosses séances d'intensité qui passaient vraiment crème. En revanche, quand j'arrivais sur les courses, après 5, 6, 7 heures d'effort, mon corps était encore là, mais j'avais plus d'énergie mentale pour me remotiver, repartir dans la douleur. Et donc, c'est là que j'ai vraiment compris qu'il y avait deux entités, l'esprit plus mental et puis le corps physique. Et les deux fonctionnent ensemble. Il faut toujours être au top sur les deux. Et donc, le stress, l'anxiété et puis tout ce qui va graviter autour de nous va jouer. Et j'ai bien compris aussi qu'aujourd'hui, qu'il y a deux types de stress. Il y a vraiment le stress aigu, le stress chronique. Alors, le stress chronique va être mauvais pour la santé parce que c'est une répétition quotidienne qui va venir un petit peu ronger notre esprit. Mais le stress aigu, lui, il faut savoir l'accepter. Et au début, on a un petit peu du mal à le comprendre. Quand on arrive à l'approche d'une course, comme tu l'as dit, on prépare ça pendant 3, 4, 5, 6 mois. On met tous nos œufs dans ce panier-là. Parfois, ça impacte aussi nos proches, notre famille. Donc, c'est sûr qu'il y a un gros enjeu. Et la semaine de la course, c'est sûr que quand on a préparé ça, on va avoir un petit peu plus de mal à dormir. Il va y avoir un peu une altération aussi de l'envie de manger des choses étranges. Mais ça fait partie de la course. Il faut l'accepter. Et l'idée, c'est qu'un stress aigu n'est pas mauvais pour la santé. C'est ce stress-là qui nous permet de fuir quand on se fait attaquer par un lion, par exemple. Même si on ne se fait pas attaquer par un lion tous les jours. Mais il n'y a pas de performance sans stress. Ça, voilà. c'est sûr. Et puis l'idée, c'est de transformer ce stress aigu en énergie, en fait. Voilà. Et c'est OK de ne pas dormir les 2-3 jours qui précèdent la course. En tout cas, de ne pas bien dormir parce que le sommeil, on l'accumule avant. Après, on peut aussi accompagner les sportifs et toute autre personne qui serait stressée avec la micronutrition. Par exemple, le magnésium, c'est le nutriment indispensable en cas de période de stress. Et si tu sais justement en amont d'une compétition que tu vas avoir 2-3 jours où tu vas être plus tendu, ça peut être hyper intéressant de se supplémenter en magnésium sous une forme bien assimilable et notamment les formes, citrate de magnésium qui ont un effet légèrement basifiant aussi sur l'organisme, qui peuvent être intéressantes en prévention justement de ce stress pour aider l'organisme à réguler le stress au mieux. C'est intéressant parce que le magnésium, c'est vrai, il y a une étude qui avait été réalisée. En France, on estime que 70% des Français sont en carence de magnésium et ça a un impact direct sur le bien-être, sur l'humeur aussi. Et en plus, assez vite, avec un traitement, on voit tout de suite les effets. Et c'est pas grand-chose et ça peut vraiment changer l'humeur et la perception. D'ailleurs, souvent, moi, c'est ce que je dis aux gens. Quand vous êtes dans une journée où un peu tout le monde vous énerve, tout le monde vous agace, l'impression que tout le monde vous en veut, c'est statistiquement peu probable que tous les gens autour de vous vous veuillent du mal. Donc, si vous trouvez que tout le monde est un peu embêtant avec vous, c'est peut-être que le problème, il vient de vous. Et donc, peut-être que vous manquez de magnésium. Oui, il peut y avoir ça. Et puis, en fait, le magnésium, ça permet l'hydrolyse de l'ATP, donc c'est-à-dire la production d'énergie cellulaire. Donc, par exemple, un sportif, avec toutes les nombreuses contractions musculaires qui sont beaucoup plus importantes chez lui que chez une personne lambda, ça va être intéressant d'apporter du magnésium, ne serait-ce que pour la production d'énergie. Donc dès qu'on se sent fatigué, irritable, qu'on a une hypersensibilité au bruit, à la lumière, qu'on dort moins bien, ou qu'on a par exemple le fameux trésotement de la paupière. C'est ça, les paupières qui convulsent, ça c'est un signe de manque de magnésium. Ou sinon chocolat, des aliments aussi on peut en retrouver. Oui, bien sûr. Mais évidemment, si on a déjà les paupières qui convulsent, c'est quand même mieux d'aller vers de la supplémentation. Oui, parce qu'en plus, dès qu'on est stressé, c'est un phénomène de cercle vicieux. C'est-à-dire que vous avez une fuite urinaire du magnésium qui est chassée des cellules et à côté de ça, vos besoins augmentent. Donc, c'est très compliqué, juste par l'alimentation, de venir couvrir les besoins. Donc, dans ces cas-là, moi, je conseille une supplémentation. Mathieu, je sais que toi, sur l'UTMB, les éditions précédentes, tu as pu avoir quand même beaucoup de sollicitations, beaucoup de pression médiatique sur toi et ton équipe aussi. Et donc, ça, forcément, ça peut jouer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te protèges un peu plus ? Est-ce que, par exemple, tu vas couper les réseaux sociaux ? Parce qu'on vit aussi dans une époque où
Beaucoup de personnes peuvent juger les performances ou se penser que voilà, et sur les réseaux sociaux, pas tout le monde est forcément très très bienveillant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as tiré un peu des enseignements? Je vais pas dire des erreurs que tu as pu faire, mais en tout cas peut-être l'expérience que tu as pu tirer. Voilà, est-ce que tu vas couper les réseaux sociaux une semaine avant? Est-ce que tu vas les sollicitations, tu vas les une semaine avant ou 15 jours avant une grosse compétition, tu vas tout couper? Comment tu vas gérer ça maintenant? Alors oui, tout à fait, il y a eu une évolution sur cette partie-là. C'est sûr qu'on apprend et puis on est aussi dans un sport qui évolue drastiquement en termes d'attention médiatique. Il n'y a pas autant de médias intéressés à notre sport qu'il y a 5 ans en arrière, et puis il y a même aujourd'hui on voit des médias arriver plus mainstream qui s'intéressent à ce sport-là, et nous en tant qu'athlètes c'est sûr qu'on est super exposés, surtout quand on performe un minimum, eh bien, on se fait questionner. Donc oui, c'est sûr que ça s'apprend. On voit aussi l'impact que ça peut avoir sur notre stress, sur les questions que peuvent poser les journalistes. Donc oui, moi je pense qu'il faut se protéger. Maintenant, chacun fait un petit peu comme il veut. Il n'y a pas vraiment de recette. Moi, je suis un petit peu... j'aime la communication, j'aime jouer le jeu aussi. Et je pense que faut pas oublier que le sport, ça reste un show, ça reste un divertissement pour le public. Alors nous, on est un petit peu finalement les athlètes, mais c'est sûr que si on se coupe totalement pour se mettre dans une grotte, je trouve qu'on joue pas forcément le jeu. Et puis la course, c'est pas uniquement de la ligne de départ à la ligne d'arrivée, ça se passe un petit peu avant aussi. On va jouer un petit peu. Est-ce que ton entraînement s'est bien passé ou pas? Qu'est-ce que tu penses de tes adversaires? Ça se passe après la course aussi sur le débriefing, les raisons de pourquoi ça s'est bien passé, mal passé. Donc il faut communiquer, il faut parler avec tous ces médias et avec les réseaux sociaux, avec notre communauté. Maintenant, c'est sûr qu'il faut se protéger aussi, faire attention. Et puis donc moi j'ai pas de règles, 15 jours, une semaine, j'essaye de couper 2, 3, 4 jours avant une course majeure, et aussi de mutualiser les interventions en fait, parce qu'on se rend compte que quand on parle à 10 médias différents avant une course, au final il va y avoir 10 articles quasiment identiques, donc l'idée c'est de mutualiser aussi. Léa, il y a un terme qui revient souvent quand on parle justement de tous ces l'impact, la nutrition, la santé mentale, la fatigue, c'est le stress oxydatif. Alors c'est un terme qui est de plus en plus populaire chez les coureurs. Il est souvent mentionné d'ailleurs dans les études. D'ailleurs, si nos auditeurs s'intéressent un peu à la littérature scientifique du sport, le stress oxydatif, ça revient souvent dans les podcasts, les revues spécialisées, on en parle de plus en plus. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer simplement ce que signifie ce terme, stress oxydatif, et surtout en quoi il impacte notre corps, notre visage, nos performances, et pourquoi tu penses qu'il faudrait quand même s'y intéresser? Alors en fait, on définit le stress oxydatif par la présence en excès de radicaux libres, ou aussi appelés espèces réactives de l'oxygène. Donc tout ce qui est lié à la consommation d'oxygène dans la cellule va générer ce qu'on appelle des ERO, espèces réactives de l'oxygène. Et quand il y a un stress oxydatif, c'est qu'il y a un excès de ces ERO. Produire des ERO, c'est tout à fait naturel, c'est quelque chose de physiologique. On en a besoin pour notre immunité, pour nous défendre contre les bactéries, on en a besoin pour produire nos hormones thyroïdiennes, on en a besoin pour plein de processus physiologiques vitaux. Donc le but, c'est pas du tout de diaboliser ces ERO, puisque de toute façon, on en fabrique à chaque instant lors d'une contraction musculaire, pour la respiration de la cellule, etc. Là où c'est problématique, c'est effectivement quand il n'y a pas de balance, c'est-à-dire que notre corps est naturellement capable de neutraliser ces ERO. Donc le but, c'est de toujours être dans une forme d'équilibre. Donc on a des antioxydants endogènes que notre corps fabrique tout seul, comme par exemple le coenzyme Q10, et on a des enzymes antioxydantes aussi, et on a bien sûr les antioxydants qu'on amène via l'alimentation. Donc c'est très important au quotidien d'apporter dans l'alimentation des aliments antioxydants, en plus de nos antioxydants endogènes, pour neutraliser ces ERO et rester dans une balance. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'excès, c'est-à-dire les supprimer totalement, parce que notamment chez le sportif, c'est associé à une perte de performance. Oui, justement, globalement, un athlète ou un individu qui va avoir un stress oxydatif très fort, comment ça va se matérialiser sur lui? Qu'est-ce qu'il va constater? Quand on dit stress oxydatif, c'est qu'on est déjà dans le pathologique, on n'est pas dans l'équilibre. D'accord. Et ça se matérialise, le stress oxydatif, on va pouvoir avoir par exemple un vieillissement accéléré au niveau de la peau. Parce que quand il y a un stress oxydatif, eh bien, ces molécules très réactives, elles vont attaquer les lipides, donc les lipides membranaires, les lipides circulants, donc ça peut exposer à des maladies cardiovasculaires. Ça attaque aussi les protéines,
Donc au niveau de la peau, qu'est-ce que ça fait ? Ça détruit le collagène, l'élastine, donc ça crée un vieillissement accéléré. Ça peut aussi générer des processus dégénératifs avec le développement de certains cancers, les taches cutanées. Donc ça, c'est vraiment concentré au niveau de la peau. Et au niveau de l'ADN cellulaire, donc voilà, faire des mutations génétiques, donc développement de maladies chroniques et éventuellement cancer, etc. Dans les cas plus extrêmes. Voilà, donc D'accord. c'est en fait le stress oxydatif, c'est un phénomène qui peut être impliqué dans le développement de pas mal de choses, mais il ne faut pas faire de raccourcis. Voilà. D'accord. Et tu parlais des radicaux libres. C'est vrai que c'est aussi un terme qu'on entend beaucoup, notamment dans tout ce qui est assimilation de l'entraînement, même dans le stress oxydatif. C'est souvent ce qu'on dit aux athlètes. Si vous ne faites pas attention à votre nutrition, votre hygiène de vie, votre santé mentale, votre sommeil, vous allez avoir plus de stress oxydatif et donc vous allez moins bien assimiler l'entraînement. Et les radicaux libres, tu peux juste peut-être nous aider un peu à C'est à exactement, définir ce terme. c'est un terme synonyme des espèces réactives de l'oxygène. C'est ça, les D'accord. radicaux libres. C'est des molécules très réactives, en fait, qui sont très explosives et qui vont avoir un effet endommager les cellules. Mais si vous voulez, chez le sportif, en fait, c'est important de garder quand même cette production de radicaux libres parce que le sport induit ce qu'on appelle NRF2. C'est un gène qui stimule les capacités antioxydantes. Donc en fait, le sport, par la génération de stress oxydatif, favorise le développement de nos propres capacités antioxydantes, ce qui favorise la progression. C'est pour ça qu'on ne doit absolument pas complètement supprimer l'apparition de ces Ils radicaux sont pas libres chez le mauvais. sportif. Ils sont pas Ils mauvais. sont pas mauvais. Par contre, en excès, ils peuvent venir endommager et être source après de blessures, etc. C'est une question de balance. C'est pour ça que la nutrition est très importante chez un sportif. Et éventuellement, après, on peut aussi venir supplémenter. Après, pour la supplémentation, il faut s'appuyer sur la biologie. Donc, on fait des prises de sang, on regarde où en sont certains nutriments, certaines enzymes, comment elles fonctionnent, et on peut voir si le sportif est équilibré ou pas. Justement, ça c'est une question importante parce qu'il y a peut-être nos auditeurs et auditrices qui s'interrogent justement sur leur équilibre de stress oxydatif. Est-ce qu'il y a un moyen de le quantifier ou est-ce que c'est que de la perception ? Ça veut dire on va savoir en fonction de notre humeur, en fonction de la qualité de notre visage, ou est-ce qu'il y a quand même un moyen de savoir si on a un bon équilibre au niveau du stress oxydatif par des moyens de contrôle ? Oui, en biologie, on peut doser le coenzyme Q10, la vitamine E, on peut aussi doser la SOD, c'est une enzyme antioxydante, et la catalase, c'est deux enzymes antioxydantes. Donc quand elles sont trop abaissées ou trop élevées, ça peut signifier que le corps est en état de stress oxydatif. Donc ça, sur la Après- prise de sang, on peut demander si on a notre Oui, médecin. alors après, c'est pas remboursé, hein, c'est Oui, de la biologie oui, préventive. Bien sûr, mais si on est Tout à si on est fait. à la recherche de performance et Ouais. que on le conseille souvent, hein. Moi je le conseille souvent aux athlètes en prépa de justement avoir des prises de sang, mais des fois, alors soit on a un médecin du sport qui est très spécialisé, mais c'est quelque chose qu'on peut demander aussi. Donc à l'initiative, Tout à je veux fait. qualifier. Donc là, il suffit de demander ce que tu nous as dit. Voilà. Voilà. Et puis évidemment, hein, j'en profite, il y a une fiche PDF de chaque épisode. Donc si vous nous écoutez en courant et que vous voulez un petit peu savoir comment mesurer votre équilibre de stress oxydatif, on vous mettra tout ça dans la fiche PDF que vous pouvez télécharger en vous inscrivant à la newsletter. Les coureurs et les coureuses, et surtout ceux qui font de l'endurance, ils sont plus concernés par ce phénomène de stress oxydatif que le reste de la population ou pas, Léa ? Ah oui, forcément, puisqu'ils font plus d'activité physique et le fait aussi, les coureurs sont très exposés aux UV, puisqu'ils sont tout le temps en extérieur, et à la pollution. Et les UV, les UVA, les UVB et les polluants génèrent du stress oxydatif, notamment au niveau cutané. Et au niveau, les polluants, ça peut aussi être interne, puisqu'il y a l'inhalation au niveau des poumons. Donc effectivement, de par tous ces phénomènes, et le fait de pratiquer l'activité physique en elle-même peut être source d'un stress oxydatif plus important. Mathieu, toi, en tant qu'athlète de haut niveau, est-ce que comment tu gères un peu ces défis associés au stress oxydatif, à la charge d'entraînement aussi intense, hein, parce que il y a des moments donnés où le plan d'entraînement est à son paroxysme, et donc c'est une grosse charge d'entraînement. Et là, il faut faire très attention parce qu'on vient frôler avec ses limites. C'est ça la haute performance, hein, c'est toujours frôler avec ses limites sans jamais les dépasser pour pas se blesser. Donc toi, comment tu prends en compte tous ces aspects-là dans ta récupération ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, moi, je pars vraiment de la philosophie que le corps est une super machine à s'adapter à énormément de charges auxquelles il est confronté, mais à condition qu'on lui laisse le temps et qu'on l'accompagne. Alors, c'est sûr qu'on pense souvent à cette charge physique qui est uniquement on tape dans les muscles et puis derrière, ça nous fait des courbatures. Mais là, aujourd'hui, le sujet dont on parle, c'est la peau du visage.
Et en fait, moi, je suis fasciné par la peau aussi parce que en fait, c'est un organe qui est hyper puissant dans le sens où il évolue, il change de couleur quand on va au soleil, il se contracte un petit peu, on voit de la chair de poule quand il fait froid. Il y a des endroits où il y a des poils, il y a des endroits où il n'y a pas de poils. Et puis, moi, ce qui me fascine le plus, finalement, c'est la thermorégulation. C'est un de nos principaux avantages par rapport à tous les autres mammifères. La capacité de sudation que l'on a, elle est au-dessus de tous les autres. Ce qui nous permet d'avoir une capacité d'endurance avec la thermorégulation qui est énorme. Donc, c'est un facteur de performance. Et aujourd'hui, moi, j'ai bien compris qu'il faut en prendre soin. Et donc, cette charge-là, je la quantifie aussi. Alors, j'ai repéré quels sont les agresseurs. Le soleil, on en a parlé. Le froid. L'altitude aussi. Moi, je vis en montagne. Des fois, je remarque que quand on va un petit peu vite en altitude ou quand on fait des défis un peu plus haut, il y a la peau qui gonfle aussi. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau du visage. Donc, j'essaie d'en prendre soin. Voilà, donc c'est assez simple. Les premières expositions au soleil en début d'hiver ou en début d'été. Alors, début d'hiver pour moi parce que je skie ou en début d'été parce que j'aime aussi aller au bord de la mer. On va la protéger avec des protections solaires. Et puis quand on revient à la maison, on le sent tout de suite aussi au niveau du visage, si la couleur a évolué, s'il y a des taches, ça tire aussi, on va venir utiliser des produits pour hydrater cette peau parce qu'encore une fois, c'est un organe qui est facteur de performance. Donc c'est un très bel indicateur cette peau du visage pour savoir où on se situe et si on s'adapte à notre environnement. Tu soulignes plein de choses hyper intéressantes et on aura justement dans un prochain épisode un sujet sur l'impact de la thermorégulation, du soleil, du froid, parce qu'on va voir que c'est hyper intéressant et c'est l'un même des facteurs les plus importants dans l'endurance. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes à traiter. Alors Léa, si on cherche à lutter contre ce stress oxydatif, contre ce vieillissement de la peau, est-ce qu'il y a des astuces, des stratégies que nos auditeurs pourraient utiliser justement pour ralentir ce processus ? On veut connaître tes meilleurs conseils pour garder une peau jeune et fraîche le plus longtemps possible. Alors, dans un premier temps, bien sûr, c'est la santé dans l'assiette avant tout. Donc, la peau n'est que le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. La peau, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, est le reflet de notre corps, comment il fonctionne à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Donc, très important d'apporter des aliments antioxydants. Donc, il y a les vitamines A, C et E. Donc la vitamine C, vous la retrouvez dans les crucifères, la goyave, le persil, les poivrons, le kiwi, les agrumes bien sûr. Et il faut favoriser pour la vitamine C les cuissons douces parce qu'elle est détruite à la chaleur. C'est très important et consommer des fruits frais de préférence et crus si possible parce que forcément la vitamine C sera plus concentrée. Ensuite, il y a la vitamine E qu'on va retrouver dans les huiles de qualité, donc huile de germe de blé, les amandes, l'huile de tournesol, les avocats, les noix, les noisettes. Vous avez la vitamine A, donc les sources directes de vitamine A, donc on va retrouver dans les produits animaux et gras, foie de volaille, foie de veau, huile de foie de morue, le beurre, le jaune d'œuf, les produits laitiers. Et vous avez la provitamine A, qui est une forme précurseur de la vitamine A qu'on retrouve dans les caroténoïdes, donc lycopène, tomate, pastèque, melon, pamplemousse, abricot, bêta-carotène, dans les patates douces, les carottes, l'astaxanthine, les poissons, les crustacés, et lutéine et zéaxanthine, donc tout ça, ça fait partie des caroténoïdes qui vont avoir une action antioxydante directe. Et enfin, vous avez tout ce qui est polyphénol, donc qui ont une action également antioxydante qu'on retrouve dans les légumineuses, dans les légumes et aussi dans le chocolat noir, le café, le vin rouge avec modération, le thé, les noix, les noisettes. Voilà. Donc globalement, il faut apporter ça au quotidien parce qu'on n'est pas capable de les stocker. Donc il faut en amener tous les jours via l'assiette. Donc mettez de la couleur dans vos assiettes et mangez diversifié. Et aussi, les études montrent que les aliments d'origine biologique sont plus concentrés en antioxydants que les aliments non bio. Donc ça, c'était pour le point, on va dire, alimentation. Et bien sûr, après, c'est possible au niveau de la peau d'utiliser des soins qui vont avoir une action antioxydante. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler des pratiques un peu préventives, les conseils aussi peut-être dermatologiques qui sont à privilégier quand on est un coureur et une coureuse? Est-ce qu'il y a des ingrédients spécifiques qu'on doit chercher à avoir ou peut-être même à éviter? Quelles seraient un peu tes meilleures routines de soins pour celles et ceux qui passent beaucoup de temps à courir en plein air et qui veulent protéger leur peau? Alors la première protection, on va dire la meilleure des préventions contre le vieillissement, c'est la protection solaire SPF 50, hyper important.
et ne penser à bien renouveler, surtout quand il y a des efforts qui sont prolongés, parce que si on n'en met qu'une seule fois, ce ne sera pas suffisant, surtout quand il y a de la transpiration. Aujourd'hui, il y a des technologies comme dans le Antelios UV-Mune qui fait que le produit ne migre pas dans les yeux, même avec la transpiration. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'incontournable, c'est protéger sa peau des UV, parce que les UV créent du stress oxydatif au niveau de la peau, ce qui impacte le collagène, l'élastine, crée un vieillissement prématuré. Deuxième actif pour moi incontournable antioxydant, c'est la vitamine C. La vitamine C, parce qu'elle va permettre de stimuler le renouvellement cellulaire, elle stimule la synthèse de collagène et en même temps elle est antioxydante. Donc là, vous avez aussi chez La Roche-Posay un sérum à la vitamine C que le sportif peut très bien appliquer le matin. Ça protège aussi la peau de la pollution. Donc pas obligé de le prendre en supplémentation, en effervescent. Non, là c'est en local. Ouais. C'est en local pour la peau, pour nourrir la peau en bien fait. sûr. Ça, on n'y pense pas forcément, effectivement. Ouais. Le matin, ça n'a pas une action nourrissante, mais ça a une action plutôt protectrice de la peau, antioxydante. Ça ne protège pas des UV, mais ça protège des effets néfastes des UV, c'est-à-dire l'oxydation. Mathieu, est-ce que tu suis un peu tous ces conseils ? Est-ce que tu es plutôt bon élève dans toutes les recommandations qu'a fait Léa ? Est-ce qu'il y a des choses aussi que tu mets en place, des produits que tu utilises, des aliments que tu aimes bien, des crèmes que tu aimes bien, qui font partie vraiment de ton top, quoi ? Alors oui, c'est sûr que je suis ces recommandations. Alors déjà, au niveau de l'alimentation, c'est certain parce qu'on parle de l'alimentation pour avoir une belle peau du visage, mais on parle d'alimentation aussi pour la performance, faut pas l'oublier. Donc tous les aliments qu'elle a cités qui contiennent finalement vitamines A, C, E, les polyphénols qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'huile d'olive. Bon voilà, c'est des aliments que je consomme de manière hebdomadaire, quoi. La liste qu'elle a citée, au moins une fois dans la semaine, voire 2, voire 3, où ils vont se retrouver dans mon assiette. Je suis aussi quelqu'un qui consomme beaucoup d'aliments assez crus, peu transformés, peu cuits, donc de la manière la plus naturelle possible, ce qui fait que cette recommandation-là, elle fonctionne très bien parce qu'elle va, encore une fois, impacter énormément la performance et pas uniquement mon niveau de santé de ma peau de visage. Maintenant, c'est sûr que je fais aussi un sport dans un environnement qui peut être, entre guillemets, assez agressif. Le soleil peut être vraiment fort, surtout en montagne, en altitude. Et puis, on a aussi sur la neige, l'hiver, cette réverbération qui est hyper puissante. Il suffit de 2-3 heures sur la neige pour se cramer totalement la peau. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pars toujours le matin avec une bonne couche de crème solaire sur le visage et je l'amène avec moi parce que elle l'a dit, quand on fait une activité sportive, on va un petit peu transpirer, on va se mettre un buff sur le visage, qui va faire que ça va réduire la quantité de protection. Donc c'est ce que je fais. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand je reviens aussi à la maison, la petite routine après la douche. Quel produit tu utilises justement un peu en tant que routine après la douche ? Là, j'ai produit crème hydratante de chez La Roche-Posay. Et j'aime bien aussi, j'ai un hydrogel là qui a un effet un petit peu froid après une journée où même on a un petit peu poussé trop au soleil, où on a le visage qui a quand même pris un petit coup. Il y a aussi ce truc là que j'aime bien, là, qui fait un petit effet rafraîchissant et hydratant rapide. Il faut bien penser aussi quand on rentre d'une activité sportive de bien se nettoyer le visage avec un gel moussant parce que en fait l'accumulation de sueur, tout à l'heure j'ai dit que le sport était bénéfique pour la peau parce que ça favorise la production de sébum et ça a un effet hydratant, mais après mélanger avec la saleté et éventuellement pour les femmes qui se seraient maquillées, c'est important de bien se nettoyer le visage pour éliminer les poussières, pour éviter que les pores ne se bouchent et favoriser l'apparition d'imperfections. Ce qui n'est pas du tout ton cas, Mathieu. Oui, Mathieu, il a une peau radieuse. Voilà, donc on voit que quand même, il met certainement des choses en place. Parce que c'est vrai que dans les ultra-trailers, tu es celui quand même qui a le teint le plus rayonnant, qui fait le plus jeune. Parce que vous avez quasiment tous le même âge, mais on voit que sur l'apparence, tu es celui qui s'en sort bien quand même, Mathieu. Ouais, j'ai passé aussi en montagne, vraiment une vie de montagnard, ça fait seulement même pas 1 an en fait. J'ai fait un vrai hiver sur les skis là, c'était mon premier hiver à vie. Donc on en reparle dans 4 ou 5 ans. T'as tous les bons produits en tout cas maintenant pour limiter ce phénomène. Donc tu vas devoir tu feras peut-être pas les mêmes erreurs que certains de tes collègues. Ouais. Et après, pour réhydrater la peau aussi, c'est important. Il y a une molécule qui est très intéressante, c'est l'acide hyaluronique, comme le sérum Yalu B5. Donc ça, l'acide hyaluronique, ça permet de retenir l'eau dans la peau. Donc souvent, les coureurs, surtout après un effort, ils ont les traits un peu tirés. Aussi,
par la déshydratation. Donc, quand on applique un sérum avec de l'acide hyaluronique, ça permet de capter, d'augmenter l'hydratation de la peau, d'avoir un effet repulpé et réhydraté. On fera un sujet justement sur les meilleures routines après entraînement, justement pour vraiment bien nettoyer sa peau, pour éviter tout ce qui est apparition de boutons, imperfections. Voilà, il y aura un sujet spécifiquement sur ça. C'était un échange passionnant, Léa. Si on veut un peu synthétiser tout ce qu'on s'est dit autour du stress oxydatif, autour du vieillissement prématuré, comment tu synthétiserais les éléments clés à retenir de cet épisode pour nos auditeurs? Alimentation antioxydante avec vitamine A, CE, les polyphénols, manger diversifié, des fruits et légumes frais, favoriser un bon sommeil puisque le sommeil est régénérateur cellulaire aussi, et enfin avoir une routine simple, ne serait-ce que la protection solaire, indice SPF 50 quand on pratique des efforts sportifs pour se protéger des UV et de la pollution. Merci infiniment à tous les deux, ça a été un épisode passionnant pour toutes celles et ceux qui veulent retrouver ce soit les produits, les conseils. Encore une fois, on vous met à disposition une fiche PDF, pas besoin de prendre de notes, on le fait pour vous. Il suffit de s'inscrire à la newsletter et on vous l'envoie directement sur votre adresse de messagerie. Merci à tous les deux, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette capsule en partenariat avec La Roche-Posay. Je vous dis à la semaine prochaine, à très vite. Merci Guillaume. Cette émission vous a été proposée par La Roche-Posay, première marque mondiale prescrite par les dermatologues.